Cette souffrance au travail a fait l'objet de notre livre « Quand le travail fait mal ». Et ce livre ne s'est pas écrit sans mal, comme tout travail. Mes co-auteurs, mon ami Olivier Brousseau et mon tendre époux Grégoire Vitry, ne me contrediront pas et pourront vous dire qu'on peut traverser le mal-être. Je suis là très émue ce matin de vous faire part de notre travail et je tiens à le dire, c'est une occasion précieuse pour moi pour dire à Olivier et Grégoire, comme ils me semblent précieux, je suis désolée, je suis prise par l'émotion, et comme je suis fière de notre travail, hein, on ne se le dit jamais assez souvent, et c'est peut-être pour ça que je suis à ce point-là émue. Voilà, merci à vous, et puis merci aussi au soutien de tous nos amis et à leur précieuse relecture. Ça a été très important pour nous. Alors, voilà, l'émotion est passée. Je reviens vers vous à présent sur notre sujet qu'est la souffrance au travail. Alors, tout d'abord, de quoi parle-t-on? Rappelons tout d'abord que c'est très important de dire que le travail fait du bien la plupart du temps. C'est un facteur de santé. Hein, mais il peut faire mal et faire souffrir. Et quand c'est le cas, ben finalement, quels sont les symptômes qui sont associés à cette souffrance? Ben, ils sont divers et variés, comme vous pouvez le voir, si des débordements émotionnels, de la dépression, des troubles anxieux. Je te laisse défiler tous ces symptômes. Et cette liste n'est pas exhaustive, hein, et ça va en passant par le conflit, des situations de procrastination, de conduite à risque, d'addiction, de burn-out, d'arrêt maladie à répétition, d'absentéisme fréquent, etc., etc. Je vous laisse lire tout ça. Cette liste n'est pas exhaustive et ça va jusqu'à des troubles somatiques qui peuvent être particulièrement graves. Alors, le contexte par rapport à tous ces mots qui sont apparus, c'est que ces symptômes font l'objet depuis plusieurs années de préoccupations qui ont été largement médiatisées et qui ont fait émerger un problème de santé mentale mettant en cause le travail et non plus seulement l'individu ou son histoire personnelle. Donc, à présent, et depuis quelques années, le travail mettrait en danger notre santé mentale. Alors, on a tout d'abord eu un livre sur le harcèlement qui a fait écho à des situations de travail. Et parallèlement à cela, on a eu une vague de suicides à partir desquels le management de grandes entreprises comme France Télécom, aujourd'hui Orange, Renault, La Poste, etc., a été remis en cause. Par ailleurs, les psychologues ont pu repérer des troubles somatiques importants qui étaient incontestablement liés au stress, comme le trouble musculo-squelettique, par exemple. Et donc, face à tout cela, une réglementation sur les risques psychosociaux a été imposée aux entreprises, hein, vous les citez d'ailleurs pour certains d'entre vous, et par ailleurs, une réglementation sur le harcèlement a été consignée dans le Code du travail et fait l'objet de sanctions pénales. Ces dernières semaines, le syndrome d'épuisement professionnel que l'on nomme burn-out a fait l'objet d'une tentative de reconnaissance en maladie professionnelle devant les parlementaires, hein, mais pour le moment, ça a été rejeté. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la souffrance au travail? C'est qu'elle est préoccupante, incontestablement, qu'elle est prise au sérieux, et la question que l'on peut se poser, c'est l'efficacité de toutes ces mesures. Est-ce qu'on arrive à maîtriser la souffrance au travail? Est-il possible de canaliser le risque de pathologie mentale dont il est question? Est-ce qu'on souffre plus au travail? Est-ce qu'on souffre moins avec toutes ces mesures? Quels sont les effets de la réglementation? Alors, cette réglementation, si on la regarde, comment s'y prend-on habituellement pour tenter de résoudre la souffrance liée au travail dont on se plaint? Alors, on va avoir une personne qui souffre. En général, elle fait l'objet d'un diagnostic médical qui est établi par un médecin. Donc, ça peut être dépression, surmenage, burn-out, etc.
Et puis, à partir de là, on va tenter de comprendre pourquoi cette personne souffre. Pourquoi est-elle dans cet état? Pourquoi? Eh bien, ça amène un parce que sa situation de travail l'a fait souffrir. Son manager, ses collègues, ses objectifs, sa charge de travail, l'organisation du travail qui est chaotique, etc., etc. Alors, à partir de là, on va se retrouver avec une personne qui va mal et on va nommer la maladie. Donc là, il est question de vouloir nommer le burn-out comme une maladie. Ou alors, on va nommer la cause de son mal-être. C'est le cas avec le harcèlement moral. Mais vous voyez, dès que le diagnostic est établi, évidemment, ça apporte une reconnaissance. La personne se voit reconnue malade. Elle est victime, dans ce cas, d'un coupable, qui pourrait être son manager, par exemple, ou plus généralement, l'organisation du travail. Alors, à ce stade-là, la suite du processus va être d'établir une reconnaissance du préjudice subi. Et dans ce cas, on va aller d'autant plus facilement vers une judiciarisation de la situation de cette personne, ce qui va finir par sceller le statut de victime par la justice. Mais que voit-on au niveau de la justice? On le voit dans les situations de harcèlement, la culpabilité du bourreau présumé est rarement établie. La conséquence, c'est que les bourreaux présumés doivent se défendre de l'accusation dont ils peuvent être la cible, et cela marche plutôt bien puisque on ne recense pas beaucoup de coupables établis par la justice. Et les victimes reconnues se retrouvent dénommées, figées dans leur statut de victime. Ainsi, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que plus on encadre les difficultés du travail par la voie médicale, plus les procédures judiciaires se multiplient et plus on crée une incapacité à régler les problèmes du travail où sont impliqués les acteurs du travail des situations problématiques concernées. Alors, on peut dire que tel que l'on s'y prend pour tenter de surmonter cette souffrance au travail, ça renforce d'un côté la pathologisation et de l'autre la judiciarisation, mais finalement sans réussir à régler les problématiques de souffrance au travail. Et nous, face à cela, nous, à l'acte, nous pensons qu'il faut s'y prendre différemment si l'on veut mettre un terme à ces questions et cesser de vouloir isoler les problèmes dans une démarche causale. Et comment faisons-nous et comment abordons-nous cette question? Eh bien, en la regardant d'une autre manière. C'est-à-dire que pour nous, la souffrance au travail est liée à une rigidité de la relation entre un individu et son milieu et son contexte, qui en retour fait souffrir cet individu et va impacter son contexte et donc avoir des répercussions sur les activités de travail, sur les collectifs de travail et sur la performance organisationnelle. Donc, pour nous, ce n'est pas l'individu qui serait seulement pathologique et ce n'est pas non plus l'organisation qui serait seulement pathologique de son côté. C'est leur lien qui peut le devenir, et c'est cette interaction et cette relation qui peut l'être. Et donc, nos interventions vont consister à provoquer du changement dans ce lien pour que ce lien s'assouplisse d'une certaine façon, on va voir ça tout à l'heure, et afin que des régulations plus fonctionnelles se mettent en place et apaisent la souffrance provoquée. C'est tout l'objet de notre livre, c'est ce que nous exposons dans notre livre et je vous propose là de vous donner un exemple qui est issu du livre pour illustrer notre propos. Voilà, merci de votre écoute et Olivier, je te donne du coup la parole avant que nous puissions revenir vers vous.